Salut Rafi, comment on se retrouve? Bonjour Chloé, bonjour, bonsoir tout le monde. On est là 3 mois après la première vidéo qu'on avait faite au mois d'octobre, avec quelques degrés de moins. On a sorti les gants. Alors peut-être que cette vidéo elle sera un peu plus courte que la précédente vu l'état de la température extérieure. Mais on voulait faire la suite de cette vidéo dans laquelle tu nous expliquais que le rôle du froid dans les maladies hivernales avait été vraiment négligé par les médecins contemporains et par la médecine en général, et qu'on parlait aussi pas assez de la transpiration comme moyen de nettoyer le corps, de se débarrasser de nos toxines, et que c'était vraiment une méthode qui avait été très mise en valeur à l'époque des anciens médecins du XVIIe, du XVIIIe siècle, et que ça, de nouveau, ça avait été quelque chose d'oublié à notre époque. Voilà, donc j'avais parlé de mes recherches sur les causes et remèdes des anciens médecins à propos des maladies hivernales, et donc qui ont duré au moins 1 an et demi. Et donc j'avais compilé tous les livres que j'avais découverts dans une bibliothèque sur un Google Drive. Oui, un extrait en fait de de la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Que tu as donc t'as fait une sorte de sélection des ouvrages les plus intéressants. Tous les ouvrages que j'ai trouvés, donc je les ai inclus dedans. Et donc la dernière fois, on n'a pas parlé, il y a un ouvrage en particulier qu'on n'a pas parlé, et donc on va parler cette fois-ci. Et donc il s'intitule L'Anticorps. Petit jeu de mots. Alors, c'est l'Anticorps du docteur Gobert de Marseille en 1891. Et donc pourquoi l'Anticorps? Parce que c'était un contemporain de Robert Koch, qui aurait, il a établi l'étiologie de la tuberculose, appelée phtisie à l'époque. Alors on rappelle juste ce que c'est que l'étiologie. L'étiologie, c'est l'étude des causes des maladies. L'étude des causes des maladies. Et Koch, donc Robert Koch, c'est le fameux Koch des postulats de Koch qui permettent de déterminer si un micro-organisme peut transmettre une maladie. Voilà, donc c'est en 1882 qu'il a décrété que la tuberculose provenait d'un bacille. Et donc c'était un contemporain de Louis Pasteur qui en 1885 a fait les premières inoculations contre la rage. Contre la rage, et qui, on rappelle, n'a pas forcément marché puisqu'il a tué quelques personnes et qu'il a sauvé des gens qui n'avaient pas été mordus ou qui avaient été mordus par des chiens qui n'avaient pas la rage. Donc ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Bien qu'il y ait déjà beaucoup de choses qui aient été dites à ce sujet. Continuons sur l'Anticorps. Alors je vais lire un extrait. Donc il nous dit: ce qu'il y avait, c'était que la maladie n'est pas un phénomène qui a en soi sa raison d'être, quelque chose qui a une existence indépendante et des lois propres, mais une manifestation, aussi multipliée, aussi compliquée qu'on voudra, d'un trouble dans ce double et incessant mouvement de composition et de décomposition que constitue notre animalité, avec ses besoins divers, litrés. On ne pouvait pas toujours épuiser ou détruire les causes de troubles de l'état physiologique, mais on en atténuait toujours les effets par le moyen des eaux minérales qui, du fait de leur composition chimique, sont dépuratoires et récorporatives. Si on résume ça en français contemporain, en français intelligible, comment tu résumerais ce paragraphe? Moi je dirais que a priori, les maladies n'ont pas d'existence autonome. C'est pas quelque chose qui se balade comme ça, c'est simplement une manifestation de symptômes. Une manifestation de symptômes qui est liée à une tentative du corps de s'équilibrer d'arriver vers l'homéostasie. C'est ça qui permet simplement au corps de faire le nettoyage nécessaire. C'est toujours une histoire d'éliminer ce qui ne va pas et de régénérer l'organisme. Voilà, il disait qu'on en atténuait les causes pour lui avec des eaux minérales en fait. Alors des eaux minérales qui n'appartenaient pas à Nestlé à l'époque, donc peut-être là on s'égare, mais en tout cas c'était des eaux minérales qui ne contenaient pas d'adjuvants éventuellement toxiques. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous a présenté un tableau. Je pense on mettra l'image dans la vidéo. Et donc dans ce tableau, il nous montre que parmi les excrétions du corps, la vapeur aqueuse de la peau et la vapeur aqueuse pulmonaire, c'est-à-dire ce qu'on parlait la dernière fois en tant que transpiration insensible, ça représente respectivement 28,70 onces pour la peau
18,30 pour les poumons, ce qui nous fait 47 onces. Et si on compare ça avec les urines, ça fait 40. C'est-à-dire que là, on parle d'un volume, hein. On parle d'un volume d'excrétion par le corps. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, on évacue plus par la transpiration insensible à vapeur que par les urines au cours d'une journée. En termes de quantité, après, on ne sait pas quelle proportion il y a de toxines qui sont éliminées via l'urine ou via la transpiration, mais en tout cas, en termes de volume d'eau excrétée par le corps, il y en a plus qui vient de la transpiration, effectivement, que par les urines. Voilà, tout à fait. Donc ensuite, je vais lire un autre passage. La peau est l'organe par excellence de la dépuration. Sans cesse, à chaque instant, elle évapore une masse énorme de produits épuisés et devenus inutiles. Cette séparation est intimement liée à notre mouvement vital et à la circulation du sang. La peau est encore un agent efficace pour rétablir l'équilibre entre les forces et les actions de notre corps. Plus elle est active et perméable, et moins on est exposé aux congestions dans les poumons, l'intestin, les viscères abdominaux. En fait, en gros, on nous dit que la peau, c'est un émonctoire qui est très, très puissant et que si elle ne marche pas bien, le relais est fait par les poumons et par les intestins, les autres émonctoires. Ouais. Ensuite, un peu plus loin, donc, il en résulte, et donc là il nous donne une référence de Veille, hygiène de famille ou du perfectionnement physique et moral de l'homme. Des expériences de Sanctorius, le fameux Sanctorius dont on avait parlé la fois dernière. Hein. De Dodard et celle plus récemment de Séguin, qu'un rapport des plus intimes existe entre la sueur et les aliments, les boissons et les autres excrétions. La transpiration cutanée est donc beaucoup plus que le mot ne semblerait le dire. Elle a une sécrétion, une véritable fonction dépuratoire. Lorsque cette fonction de dépuration diminue ou se pervertit, l'organisme retient dans son intérieur une quantité notable de matière hétérogène dont l'influence sur la santé peut être incalculable. Les expériences délicates de Séguin, Lavoisier et Séguin, Académie des sciences, 1790, ont prouvé que la moyenne de la perte en poids par exhalation est de 18 grains par minute, dont 11 pour la transpiration cutanée et 7 pour la perspiration pulmonaire, puis la plus grande perte de poids déterminée par l'exhalation est de 5 livres en 24 heures, la moindre d'une livre 11 onces et 4 gros. Bon, ça, c'est des unités. Des unités qu'on ne connaît pas. Des unités de l'époque, je pense. Les grains, les livres, les livres et les onces, on a quand même une petite idée, on sait ce que c'est, mais les grains par exemple, les grains par minute, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais on peut comparer l'exhalation, les sécrétions de la peau et les sécrétions par les poumons par exemple. On voit que la peau de nouveau sécrète plus que les poumons d'après ce que nous dit Gobert. Et ensuite, il nous dit Fourcault et Mondière ont fait des expériences pour recueillir des observations sur la diminution et sur la suppression de la sueur générale et de la sueur locale, de servitude ou diasthésique, comme la sueur des pieds, et en provenait toute une espèce de maladie, la phtisie surtout. Donc la phtisie, toute espèce de maladie. Qu'est-ce que c'est que la phtisie déjà? Donc c'est la tuberculose. Et donc ensuite, il nous liste, il y a tout un tas de maladies qu'il nous liste. Je pense qu'on pourra mettre la capture d'écran de toutes les maladies qu'ils ont observées par la suppression de la transpiration. Donc en gros, plus de transpiration implique toutes ces maladies-là, et notamment la transpiration par les pieds, qu'on néglige et qu'on n'aime pas trop en général. Hein. C'est pas très agréable, mais apparemment c'est quand même une méthode assez efficace pour ne pas avoir ces maladies. Et ensuite, donc, dans le document, donc, il y a plusieurs médecins ou des physiciens, on peut dire, qui ont répété les expériences de Sanctorius après lui. Et en fait, donc là, on a un tableau avec la consommation donc, quotidienne d'aliments et de boissons et la transpiration. Ce qui est rejeté par la transpiration, les urines et les excréments. Et on voit que bon, ils ont. En fait, je vais citer les personnes. Là, il y a donc Kyle, donc lui c'était un Anglais, et il a repris les aphorismes de Sanctorius, qu'il a complété avec des commentaires. Donc ça doit être très intéressant à étudier également. Donc le livre il est présent à la bibliothèque. Donc ensuite on a Sanctorius, on a Boissy, Hartmann, Gorter et Ray. Tous ces médecins sont de la même époque, parce que c'était 17e ou Sanctorius? Non, il y en a qui sont de Sanctorius, c'était 1600 et après donc il y a eu ses successeurs en 1700 jusqu'à 1800 je pense. En tout cas, ils ont tous fait à peu près les mêmes, ils ont répété les mêmes expériences et ils ont tous fait à peu près les mêmes observations.
qui sont aussi fonction du climat, hein, parce que le climat en Angleterre, c'est pas le même climat qu'en Italie. Et là, on observe alors que la transpiration, elle est plus importante en général que l'urine, comme on avait, enfin, sauf peut-être pour Kyle, et les excréments qui représentent finalement pas grand-chose en termes de volume, encore une fois. Hein. Je pense que c'est pas le nombre de toxines qui sort du corps, mais plutôt le volume qui est sécrété. Et donc, pour résumer, donc, il nous dit on est prié de retenir que les résidus de la transpiration cutanée et pulmonaire sont 6 fois, 7 fois et jusqu'à 11 fois plus considérables en poids que les excréments. Intéressant. Mais il faudrait quand même étudier la proportion d'éléments toxiques qui sortent du corps dans chacune des excrétions, des sécrétions, que ce soit l'urine, la transpiration ou les sels. Bah, je sais qu'il y en a qui ont fait des travaux dessus, mais ils mettent les éléments chimiques qu'ils ont trouvés dans la transpiration, dans tout un tas d'éléments, je les ai plus en tête. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et donc ensuite, il donne en fait ses prescriptions en fait, comme remède, et il parle entre autres des gymnases et des étuves. Et il nous dit des gymnases et des étuves, il en faudrait 50 000 sur toute la surface de la France, il en faudrait dans chaque hôpital. Que font ces malades de languissants étendus sur leur couche après visite ou errant l'air ennuyés ou désespérés dans les préaux? Au gymnase, à l'étuve. Ou à l'étuve. Alors le gymnase, qu'est-ce qu'il entend par le gymnase? C'est des endroits où on fait de la gym, où on fait des exercices physiques? Je ne sais pas si ça avait le même rôle qu'aujourd'hui. Ou est-ce qu'ils créent des gymnases uniquement pour les sportifs, ou est-ce que ça avait un rôle aussi pour la santé? En tout cas, l'activité physique, elle est souvent citée dans les méthodes pour être en bonne santé. Cet auteur-là, en fait, il dit plus loin que en fait, les Romains, ils connaissaient ça, ils pratiquaient déjà la santé par les exercices physiques et les gymnases. Et en fait, lui, le docteur Gobert à Marseille, il dit qu'à son époque, ça s'est perdu. Et ouais, ça s'est perdu. Beaucoup de choses se sont perdues. Et les étuves, c'est un petit peu le sauna, c'est ça que ça veut dire? Ouais. C'est des endroits où il fait chaud, où on peut bien transpirer. Oui. Et donc ensuite, alors je vais vous présenter une étude qui s'intitule Étiologie, prévention et traitement du rhume. Donc c'est une publication médicale qui a été faite en anglais en 1928 par un directeur médical qui s'appelait Volney S. Cheney. Et donc j'en ai fait la traduction en français. Donc au début en fait il va faire une critique sur la recherche sur l'étiologie de son époque. Donc je vais vous lire ce petit paragraphe. Il y a une pénurie de travaux de recherche sur l'étiologie des rhumes, sauf pour tenter de prouver les théories selon lesquelles un rhume était soit une infection primaire par une ou un groupe de bactéries, soit dû à un virus filtrable. On va revenir dessus après sur les virus filtrables. Qu'est-ce que c'est qu'un virus filtrable? Ce manque de travaux de recherche doit être dû au fait qu'un rhume est généralement considéré comme une affaire plutôt banale et qui ne répond pas facilement au traitement, mais suit son cours naturel. Ouais, on dit souvent un rhume soigné c'est 7 jours et puis un rhume pas soigné c'est une semaine. Quoi. Et donc, alors déjà il y a une première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait ça donne l'impression qu'à son époque, toutes les recherches sur l'étiologie du rhume, il n'y en avait plus vraiment, si on avait, elles étaient orientées uniquement dans la direction des bactéries ou des fameux virus. Sauf que là, il nous parle de quoi? Il nous parle d'un virus filtrable. Et qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi un virus filtrable? Alors un virus filtrable, apparemment c'était à cette époque-là, et déjà ça a commencé avec la mosaïque du tabac, où ils ont prétendu en fait récupérer des feuilles malades, donc de la plante du tabac, et donc ensuite ils les ont mélangés avec un liquide, et ils ont filtré le substrat, et à travers un filtre qui est censé filtrer les bactéries. Et en fait, donc, ils ont récupéré le substrat filtré ils ont dit en tout cas que ce substrat il pouvait communiquer la maladie à d'autres plantes. C'est ça qu'ils appellent virus filtrable. Et donc c'est ce substrat-là qu'ils ont décrété comme étant un virus. Donc avant virus ça signifiait poison et là donc c'était un substrat, c'était pas bien identifié en fait. Et ils ont fait la même chose en fait avec des porcs atteints de grippe porcine. Donc c'était en 1800, je crois que c'était lors de la Première Guerre mondiale. Alors c'était 1914, 1918, c'était plutôt ça. 14-18, pendant la grippe espagnole. Et donc ils ont fait la même chose donc avec des porcs, donc des morceaux de porc soi-disant atteints du virus. Et donc ils ont filtré le substrat.
Et ils ont dit que en fait, ça pouvait se transmettre comme ça, au travers de ce substrat. En fait, il n'y a rien qui a été isolé, on ne sait pas. C'est un peu l'histoire du virus imaginaire. Alors ensuite, il nous dit quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et donc le paragraphe suivant, il s'intitule « Le rhume n'est pas infectieux ». La première chose que je vais opposer, c'est qu'un rhume est une infection aiguë. J'ai pu réfuter cela par des expériences sur un certain nombre de personnes indemnes de rhume en essayant de leur inoculer les sécrétions d'un individu atteint d'un rhume aigu. J'ai choisi le moment où les sécrétions étaient les plus abondantes pour mes inoculations. Dans aucun cas, un rhume n'a été contracté. Alors attends, je vais juste faire un arrêt sur image parce que il a extrait donc les substrats de quelqu'un qui était atteint du rhume, il l'a inoculé dans d'autres personnes et ça n'a jamais donné un autre rhume en fait. C'est ça, hein? Tout à fait. Donc je reprends. Oui. Si un rhume était une infection aiguë, son origine ou sa source pourrait presque être toujours identifiée avec certitude. Mais c'est plutôt une chose difficile à faire et elle est généralement éteinte par la remarque « J'ai dû être exposé à un rhume quelque part ». Il est vrai qu'un rhume parcourt fréquemment les familles et les bureaux où les employés sont étroitement associés. Mais cela ne prouve pas qu'un rhume se transmette par contact avec d'autres personnes. Ces individus, à la maison et au bureau, sont soumis aux mêmes conditions insalubres de l'environnement et ces conditions sont les facteurs qui provoquent une altération du métabolisme et une perturbation systématique affectant tous les fluides et sécrétions du corps. Voilà, donc en gros, il déconstruit l'idée d'un virus ou d'un agent pathogène et il attribue le rhume à un environnement toxique. Un ensemble de facteurs extérieurs qui sont pollués en fait. Alors là, c'est vrai qu'il ne les cite pas trop. Après, il y a tout un passage dans l'étude qui parle des conditions climatiques où il rappelle que les anciens pensaient que en fait, c'était attribué donc aux conditions météorologiques. Donc il les cite, il parle de froid intense, humidité, vent ou changement soudain de température. Et lui, en fait, il pense pas tout à fait ça. Il pense que c'est parce que l'hiver, on mange plus d'aliments protéinés et qu'on fait moins d'exercice. Et donc si on fait moins d'exercice, on en vient à la suppression de la transpiration, dont il parle pas, mais en tout cas on déduit. Et donc il pense que le froid c'est un facteur secondaire. Alors moi j'ai juste une petite réflexion à faire par rapport à ça, c'est que bon, c'est pas une époque où il a connu les climatiseurs. Et aujourd'hui on voit bien qu'il y a des gens qui tombent malades en plein été en restant toute la journée au bureau sous la climatisation. Et donc voilà la critique que je peux émettre par rapport à ça. C'est que le froid a quand même son importance. Ouais, plus qu'en tout cas ce que lui veut bien le dire. Ensuite il y a un autre passage tout aussi intéressant. Donc ça s'intitule Résumé des résultats et il nous dit qu'il y a un changement dans la chimie du sang et par conséquent il doit y avoir un changement dans les tissus alimentés par le sang. Il y a diminution du bicarbonate. Avec des gants c'est pas facile, on va y arriver. Ou base de réserve contenue dans le plasma sanguin et les tissus, notamment dans celui des sels de sodium et de calcium. Il y a une augmentation de la tolérance au bicarbonate telle que déterminée par le test de Cellar. Il y a aussi une modification de l'activité de la glande thyroïde qui se manifeste par une diminution du taux métabolique. Une légère diminution de la teneur en sucre du sang avec une légère rétention d'azote non protéique. Les sécrétions du nez et de la gorge se révèlent moins alcalines que la normale, ayant parfois une réaction absolument acide au papier de tournesol. C'est quoi le papier de tournesol? C'est un papier qui permet de mesurer le pH. Ah, c'est le papier pH en fait. À l'époque, c'était sans doute parce que c'était à base de tournesol. Ces résultats semblent ouvrir la voie à la conclusion qu'un rhume est une manifestation locale d'une perturbation systémique, à savoir une perturbation de l'équilibre ou de la réserve alcaline, en d'autres termes, une acidose légère, ou peut-être mieux dit, une diminution de l'action tampon du plasma sanguin par une diminution de sa teneur en bicarbonate. Cette conclusion est renforcée par un traitement dans lequel une alcalinisation approfondie fera toujours avorter et guérira un rhume. Une affirmation radicale, mais néanmoins vraie, à condition que le traitement soit approfondi. Donc là, il nous dit qu'en fait, on peut interrompre un rhume, en tout cas à ses débuts, a priori par une injection de bicarbonate. Bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, qu'on connaît tous, remède de grand-mère, très efficace pour plein de choses, on l'a vu hier encore. Et alors là, encore plus intéressant. Donc le paragraphe suivant, donc incidence d'acidose. J'ai pu induire tous les symptômes du rhume à des degrés divers
du simple coryza, donc le coryza c'est des infections à l'œil, à celui de la grippe, et de la grippe entre guillemets, par l'induction d'une acidose artificielle par l'administration de chlorure d'ammonium et de calcium. Le degré de sévérité des symptômes était en rapport direct avec le degré d'acidose induite. Dans le degré le plus sévère d'acidose, tous les symptômes classiques de la grippe étaient présents, y compris même un faible degré de fièvre. Les symptômes se sont rapidement atténués lors de l'administration des bicarbonates de sodium à forte dose par voie orale et rectale. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est arrivé à reproduire les symptômes de la grippe, donc par une injection de chlorure d'ammonium et de calcium. Donc des solutions acides. Pour moi, ça c'est un scoop, c'est du jamais vu. Non, j'ai jamais entendu ça nulle part. Non, moi non plus. Ensuite, il parle du traitement abortif. C'est ça, en fait, il reparle du bicarbonate, en fait, donc comme remède. Oui, abortif, pas dans le sens d'un avortement, comme on l'entend à notre époque, c'est avorter le rhume. Voilà. Et donc ensuite, on arrive à la conclusion donc, de la publication. Le rhume et ses séquelles, dont la rhinite, la pharyngite, la laryngite, la bronchite, la grippe, alors ici 2 fois la grippe, et la pneumonie ne sont pas contagieux, car on considère généralement une maladie comme infectieuse, mais sont dus à une perturbation de la réserve ou de l'équilibre alcalin, équilibre acido-basique. Plus le degré de perturbation est grave, plus la maladie est grave. Les conditions capables de produire une acidose légère ou de perturber l'action tampon du plasma sanguin sont des facteurs contributifs à la production d'un rhume. Alimentation mal équilibrée, manque d'exercice, fatigue, constipation, infection partout dans le corps. Les rhumes peuvent être évités en maintenant l'équilibre alcalin grâce à une alimentation appropriée, à l'exercice et à l'utilisation prudente de bicarbonate de sodium ou d'eau alcaline. Les rhumes peuvent être interrompus en administrant du bicarbonate de sodium à des doses suffisamment importantes pour alcaliniser complètement le système avec des petites doses de calcidine ou d'iode de calcium. Les rhumes peuvent être guéris par l'administration des mêmes médicaments à des doses plus petites et fréquemment répétées. Bon, maintenant on sait comment guérir le rhume avec du bicarbonate de sodium et tout ce qui est alcalin, avec des fruits et légumes crus qui sont alcalins, j'en profite pour le dire. En tout cas, c'est une piste très intéressante que je vous envisage à creuser, parce que moi, c'est vrai qu'on m'a transmis cette étude, j'en ai juste fait la traduction et j'ai pas encore creusé plus loin, mais là, il y a vraiment matière à creuser toutes ces pistes. Donc les 2 documents que tu nous as présentés datent du XXe siècle, c'est 1900 et quelques à chaque fois. Donc l'anticorps, c'est 1891, pardon. Et là, cette 1928. étude, donc cette publication médicale, 1928. Ouais. Donc c'était à l'époque de Pasteur et Institut Rockefeller. Et donc on peut, voilà, si on veut resituer tout ça, 1928, donc c'était, parce que là on a parlé de virus filtrables, donc à l'époque c'était pas encore les virus d'aujourd'hui, le concept moderne, qui sont arrivés avec l'arrivée donc des microscopes électroniques, donc qui sont nés en 1930 et 1931, ouais, et voilà, qui ont été développés par Rockefeller avec Thomas Rivers. Voilà. Ouais, Thomas Rivers. Et vous savez qu'ils ont prétendu voir des virus, les observer surtout à partir des années 1940. Oui, et on rappelle aussi que ce Thomas Rivers a adapté les postulats de Corr qui étaient très précis dans l'isolement d'un virus et puis le fait que micro-organisme, et dans le fait que ce micro-organisme inoculé à n'importe quelle personne provoquait toujours la même maladie, les mêmes symptômes. Et Rivers a adapté ça en disant que parfois ça provoquait la même maladie, que c'était pas obligatoire, et puis que il pouvait être isolé mais pas complètement, et puis dans un milieu approprié, non plus pur. Enfin, il est très, très mesuré, très peu rigoureuse par rapport au postulat de Corr. Exactement. Donc eux-mêmes, on pouvait douter de la fiabilité du protocole. Surtout, on n'a pas pu attribuer, appliquer ces 4 postulats à ce qu'ils appellent aujourd'hui des virus. Voilà. On n'a toujours pas, à ce jour, réussi à appliquer les 4 postulats de Corr à un prétendu virus. Voilà, donc suite au prochain épisode. Merci Rafi. De rien, avec plaisir. À bientôt et bonne journée. Dans le froid, mais on y croit. Bisous tout le monde.